Bonjour à tous et très bonne et chaleureuse année à tout le monde. Nous espérons que l'année a très bien commencé pour tout le monde, pour chacun de nous. Nous sommes très heureux, mais alors très heureux de vous retrouver, tous les membres CSFOMI, toute la société civile, tous les collègues, à l'occasion de ce premier webinaire que nous tenons cette année avec vous. Alors, il s'agit de lancer cet outil que nous avons élaboré avec la collaboration de plusieurs partenaires, y compris certains membres très actifs de la société civile. Donc, c'est un honneur pour nous de pouvoir lancer cet outil que nous espérons vous sera très utile. Donc, sans plus tarder, étant donné que tous nos panélistes sont déjà là, comme d'habitude, nous avons l'interprétation en live, donc nous vous demandons de chacun d'entre vous de choisir la langue qui vous sied le mieux. Donc, pour ceux qui parlent anglais, vous choisissez l'anglais. Et pour ceux qui parlent le français, vous choisissez bien entendu le français. Et l'agenda, il est très simple, mais avant de le dérouler, je vais passer la parole à Olivia pour l'ouverture de ce webinaire. Une fois de plus, merci encore à tous. Merci beaucoup. Olivia. Oui, bonjour tout le monde. Merci Karine pour l'introduction. C'est un réel plaisir pour nous d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Olivia, la coordonnatrice de CS4Me et la directrice de Impact Santé Afrique. Et je suis très ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et comme vous pouvez le constater, c'est une nouvelle année 2023. Et en 2023, on a décidé d'accélérer en fait notre manière de travailler. Donc, on va désormais commencer à l'heure. Donc, merci à tous ceux qui nous ont rejoints peu avant le début du webinaire. On aura une session très productive, mais aussi très enrichissante et intéressante. Et on espère que cette session va pouvoir vous aider à guider vos activités ou vos appels à propositions et même l'élaboration des notes conceptuelles Fonds mondial dans les pays cette année. On est fiers de lancer ce guide qui a été réalisé avec la contribution de tous et aussi la revue des partenaires tels que l'OMS, Expertise France, Rollback Malaria et plein d'autres partenaires. Donc, nous sommes ravis de vous avoir et sans plus tarder, notre équipe va continuer le webinaire et on est aussi heureux d'accueillir les panélistes qui ont pris le temps pour nous rejoindre et partager leur expérience dans le suivi communautaire pour la lutte contre le paludisme. So I hope the English translation is working well, but welcome to all our CS4Me family and we look forward for a productive meeting. Thank you. Merci beaucoup Olivia, merci. Effectivement, nous avons vérifié de notre côté, l'interprétation en live passe parfaitement bien. Donc, pour toutes les personnes qui nous écoutent en anglais, ils peuvent suivre le webinaire. Donc, sans plus tarder, je vais rapidement vous présenter l'agenda. Donc, nous avons le mot de bienvenue de Olivia qui vient juste de passer. Par la suite, nous aurons l'introduction au panel. Donc, qu'est-ce que c'est que le suivi communautaire qui nous sera présenté par notre collègue, M. Ayo Ipinmoy du Nigeria. Et ensuite, nous aurons un panel de 4 représentants de la société civile actifs dans leurs différents pays, le Ghana, le Sénégal, le Gabon et la Tanzanie. Et la modération sera faite par ma collègue que vous connaissez tous, Zenabou Ide. Par la suite, comme Olivia le disait tantôt, cette année, nous allons commencer vraiment à l'heure et vraiment respecter le temps. Donc, après ce panel, nous aurons une brève pause, juste le temps pour nous de souffler de 5 minutes.
Après ces 5 minutes de pause, nous reviendrons avec la présentation même de l'outil. Qu'est-ce que l'outil, le contenu de l'outil, qu'est-ce que vous pouvez retrouver dans l'outil, à quoi est-ce que vous servira cet outil et comment est-ce que vous pourrez l'utiliser. Cette partie nous sera présentée par mon collègue aussi que vous connaissez tous, Monsieur Bemadou Fidèle. Et après cette présentation, nous aurons les discussions ouvertes. Donc, vous aurez l'occasion de poser des questions et nous pourrons vous répondre au maximum. Et enfin, nous aurons le mot de clôture qui nous viendra du pasteur Claude Kipemoso de la République du Congo, qui est aussi membre du Steering Committee, très, très actif dans cette plateforme. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur Ayo. Please, Mr. Ayo, you have the floor. Thank you very much. Thank you very much, Karim. Thank you, Olivia. Can you hear me? Yes, yes, very well. Thank you. Thank you. My name is Ayo Ikunimoye. I am the National Coordinator of ACOMI Nigeria, and I also serve as the Vice Chair of the Nigerian CCM, the Country Coordinating Mechanism for Global Funds. And of course, I am part of the CS4Me. So I want to welcome colleagues and to thank you for the work you've done over the past year and for the increasing credibility that civil society is having in malaria globally. It is due to all your efforts. Thank you to CS4Me leadership and the Secretariat for the great work being done, the increased visibility, the partnership, and the networking. Thank you so much for all that you have achieved within a short time. We don't take it for granted. Communities are the bedrock of malaria transmission. People get infected through mosquito bites, they get sick, they get treated, or they die within the communities. And consequently, for any effort to eliminate malaria or to at least control or eliminate or even eradicate has to be situated and rooted in the community. Without effective community ownership, without active community ownership, not just to have community ownership, but for the communities to be active, we cannot have a sustained impact in what we do in trying to eliminate malaria. There are issues that are quite important in this work that we're doing. The community contribution to the malaria elimination efforts is important, particularly in the management of the environment, in the issues of appropriate usage of commodities, the nets that we are putting in the communities, the ACTs. If these are not used appropriately, then all the work we are doing will not achieve results. Then the communities having adequate working knowledge of malaria, the causes, the prevention, and the treatment options. Without all of this, the work we are doing will not yield appropriate fruits. And this is what the community-led monitoring enables us to do. It enables us to achieve all of this. Community-led monitoring puts the community at the forefront of determining their own health outcomes. Community-led monitoring empowers the community to keep implementers, to keep the government accountable for value for money, for results. Community-led monitoring enables the communities to understand the issues around malaria, the causes, the prevention methodologies, and community-led monitoring enables the community to take ownership to do what they need to do in keeping the environment not just clean, but to channel the waters so that we don't have stagnant waters breeding malaria. For the efforts that we are doing to be successful, the communities have to be on the driving seat. And the community-led monitoring methodology enables us to do all this. We have seen this story play out, this success story play out over and over again in Nigeria. So much now that the contributions of the community for the very first time are being valued
and are going to be taken as part of country reports to Global Fund and partners for the first time ever, because community-led monitoring has enabled the communities to contribute significantly to their own health outcomes. And for us to be able to work and enjoy all of this across the world, I want to thank CS4Me for coming up with this important tool and all the partners who have supported this process. We can talk and talk and talk, but we have to have a tool that all of us will use to achieve results. And CS4Me has come up with this important document, and the processes are scientific, up-to-date, and meet current and future standards. So thank you very much to CS4Me again, and to all of you colleagues on the call today. Please let's pay attention and learn all that we can as we all embark on this journey forward. Thank you very much. Over. Merci beaucoup, Monsieur Ayo. Effectivement, le suivi communautaire s'avère vraiment incontournable si nous voulons tous ensemble mener des actions concrètes pour éliminer le paludisme. Car c'est grâce à cela que nous pouvons être non seulement proches des communautés, voir si les interventions de lutte contre le paludisme menées par le gouvernement répond vraiment à leurs besoins, permet aussi à notre niveau de pouvoir remonter en temps réel quels sont les besoins de ces communautés pour ensemble lutter contre le paludisme. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au partage d'expériences qui nous sera présenté par notre collègue Madame Zenabou Ide, dont nous aurons le partage d'expérience de 4 de nos collègues qui nous viennent du Ghana, du Sénégal et du Gabon. Zenabou, tu as la parole. Merci encore, Monsieur Ayou. Bonjour à tous et excellente année à chacun d'entre vous. Donc, sans plus tarder, on va passer à la suite. Donc, je vais commencer à présenter nos panélistes qui ont vraiment un partage à faire par rapport à tout ce qui est community-led monitoring. Et on va commencer du coup par Monsieur Toumaniel, qui ici, il est là. Voilà. Est-ce que Toumaniel est là? Ou sinon, on va commencer avec Madame Laure. Okay. Bonjour, Madame Laure. Bonjour tout le monde, bonjour chers participants, bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, je suis Madame Marie-Laure Edingue, je viens du Gabon. Pour ce qui est du partage d'expérience, il faut dire qu'au Gabon, nous avons pu lister 40 organisations de la société civile qui travaillent en partenariat avec le Programme national de lutte contre le paludisme. Et la principale activité de ces OSC, c'est la sensibilisation sur le paludisme à travers les activités de distribution des MILDA et puis d'assainissement. Mais j'avoue que partager l'expérience ce matin serait plutôt un constat. Nous avons participé à la formation sur le suivi communautaire, je crois au mois de novembre-décembre, organisée par CS4Me. Et nous avons été richement instruits, on a eu beaucoup de connaissances, ce qui nous a amené dans notre pays à mener une petite enquête autour des OSC qui participent justement à la lutte contre le paludisme. Et il s'avère que la notion de suivi communautaire reste encore insuffisamment connue dans notre pays. Parce que la majorité des OSC, comme on vous l'a dit au départ, 40, toutes ne restent que dans les activités de sensibilisation. Elles partent sur le terrain, elles vont sensibiliser ou alors distribuer les moustiquaires. Mais rares sont celles-là qui repartent vérifier si réellement les connaissances partagées sont réellement mises en œuvre, en pratique. Ce qui fait que, après, comme on a dit, on a mené l'enquête et parmi les 40, il y a une seule qui a pu, qui est en train de faire, on parle de suivi, parce que si on parle de suivi communautaire, il y a tellement beaucoup de choses à faire à l'intérieur. Mais son suivi, c'est, après avoir distribué les moustiquaires imprégnés,
on repart auprès de quelques familles, voir comment est-ce que les familles utilisent ces moustiquaires imprégnés. On corrige les faiblesses. Elle n'arrive pas à nouer les moustiquaires. Elle le lave peut-être avec du savon javelisé, ainsi de suite. Et donc, on apporte des corrections par rapport à cela. Et je vous avoue que cette expérience nous a amené à prendre conscience de l'importance du suivi communautaire. Comme venait de le dire M. Ayo, l'appuyer M. Ayo, parce que j'ai dit on a suivi la formation. C'est à partir de là que nous, on a formé la recommandation d'intégrer, parce qu'on sort là de la révision de notre PSN 2022-2026, dans lequel vous ne trouverez même pas la partie suivi communautaire. Donc, nous préconisons, recommander qu'on intègre cet aspect dans le plan national stratégique de lutte contre le paludisme qui devrait être évalué d'ici peu de temps. Donc, pour dire que notre expérience à partager, c'est surtout la recommandation à ce que le suivi communautaire soit intégré dans notre plan d'action et que les OSC de lutte contre le paludisme soient réellement formés sur ce concept-là. Merci. C'est ce que je pouvais d'abord dire pour ne pas prendre beaucoup de temps. Madame Laure, très importante recommandation de former sur le suivi communautaire afin de vraiment mettre au centre les questions des communautés et les besoins des communautés. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la suite du panel. Nous avons Madame Cécilia Seno du Ghana. En attendant que M. Toumaniel et M. Thiam nous rejoignent. Donc, Cécilia, are you there? Donc, je pense qu'en attendant que nos panélistes se connectent, on va passer à la suite. Je pense qu'ils ont des petits... il y a eu un petit dérèglement à ce niveau, mais ils ont dit qu'ils vont se connecter. Donc, on attendra, mais sans plus tarder, on va passer à la suite du programme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tina. Effectivement, nous avions nos panélistes connectés au début de webinaire. Donc, il se pourrait qu'ils aient des problèmes avec Internet à leur niveau. Donc, nous allons leur redonner la parole lorsqu'ils pourront se connecter. Nous allons passer directement à la phase de présentation de l'outil. Le programme va un peu se chambouler. Donc, nous allons présenter rapidement l'outil et ceci sera fait par notre collègue que vous connaissez tous, Monsieur Bemadou Fidèle. Monsieur Fidèle, voilà. Merci encore à tous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Karine, de me passer la parole. J'espère que tout le monde m'entend bien. D'accord. Merci encore, Karine, pour me passer la parole. C'est un honneur pour moi de présenter le guide de suivi communautaire élaboré par la société civile paludisme avec l'appui de certains experts du domaine qui ont énormément contribué à la consolidation et à la finalisation de ce document de première importance pour la société civile. Slide. Donc, ensemble, on va présenter ce que c'est que le suivi communautaire. On ne va pas trop revenir sur ce qu'a dit M. Ayo en début de webinaire. Notre présentation se présente dans le plan qui suit et en slide. Nous dirons tout d'abord... Ah oui, ok, merci Karine. Nous dirons tout d'abord que le suivi communautaire, c'est... Désolé, on a quelques soucis de connexion. Oui, ok, c'est bon. Nous dirons tout d'abord que le suivi communautaire, c'est un mécanisme de suivi, comme cela est défini, de redevabilité surtout par rapport aux réponses nationales de lutte contre les 3 maladies, et dans notre cas, la lutte contre le paludisme en particulier. C'est un mécanisme implémenté
par la communauté avec l'appui de la société civile qui défend les intérêts de cette communauté-là. Donc, il est très important, comme l'a dit mes prédécesseurs, d'impliquer la communauté dans la mise en œuvre du suivi communautaire. Le suivi communautaire est une plateforme structurée avec des moniteurs vraiment rigoureux, formés à la mise en œuvre d'un système régulier qui permet de collecter les données et les analyser afin d'adresser les problèmes des communautés vulnérables liées aux 3 maladies. Il est important de fournir des données de qualité dans le cadre du suivi communautaire et de pouvoir les utiliser pour pouvoir évaluer les tendances en termes de qualité des services offerts aux communautés vulnérables, ainsi que toute autre intervention qui est mise en œuvre pour pouvoir aider les populations à mieux lutter contre la maladie. Slide. Le suivi communautaire est une initiative de la communauté et pour lequel la contribution est menée par la société civile afin de pouvoir fournir des données qui permettront à la prise de décision. C'est pour cette raison qu'il est important que nous ayons une société civile formée afin de pouvoir mieux implémenter le suivi communautaire qui permettra une meilleure prise en compte des besoins des populations vulnérables dans la prise de décision dans des politiques de paludisme. Ah, désolé, apparemment, on ne m'entend pas bien. Je vais essayer de parler plus fort pour qu'on puisse m'entendre. OK. Je disais, le suivi communautaire, jusqu'à présent, la plupart des outils développés l'ont été faits pour les 2 autres maladies financées par le Fonds mondial, que sont le VIH-Sida et la tuberculose. Pendant très longtemps, nous avons eu vraiment très peu d'outils de suivi communautaire des interventions de lutte contre le paludisme. Nous nous sommes dit qu'il est primordial pour une maladie qui touche plus de 70% de la population. Pratiquement toute la communauté, les populations en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, sont susceptibles de faire le paludisme. Donc, pour cette maladie qui pèse un lourd fardeau sur les populations, il nous fallait un outil que la société civile et même les communautés affectées puissent utiliser afin de pouvoir mieux évaluer, mieux suivre ce qui est fait au niveau local, ce qui est fait au niveau régional pour mieux lutter contre le paludisme. C'est pour cette raison que CFOMI a décidé de mettre sur pied un guide de suivi communautaire adressé tout d'abord, parce que la première cible, c'est la société civile paludisme, afin qu'elle puisse aisément mettre en œuvre cette intervention pour mieux apporter sa contribution au suivi des qualités des programmes clés de lutte contre le paludisme. Slide. C'est dans ce sens qu'a été produit le tout premier guide de suivi communautaire des interventions de lutte contre le paludisme. C'est ce guide qui vous est présenté en diapo. C'est la page de couverture là, qui est présenté sur la slide. Comme je le disais, c'est le tout premier guide adressé à la société civile paludisme et qui traite des questions et des interventions de lutte contre le paludisme. Slide. Quel est le contenu de ce guide? Tout d'abord, l'objectif visé par ce guide est de pouvoir renforcer les capacités de la société civile afin qu'elle puisse mieux contribuer au suivi des qualités des interventions de lutte contre le paludisme menées au niveau communautaire. Plus spécifiquement, de quoi il s'agit? Il s'agit de pouvoir fournir à la société civile une meilleure compréhension de la définition et des caractéristiques du suivi communautaire, de pouvoir l'aider à mieux comprendre comment collecter les données et les analyser dans le cadre du suivi communautaire, comment utiliser ces données afin de pouvoir aider à la prise de décision et surtout comment est-ce qu'à chaque niveau, de manière pratique, la communauté et la société civile peuvent travailler ensemble afin de mener un bon suivi communautaire. Donc voilà, résumé, l'objectif principal et l'objectif spécifique de ce guide qui vous a été présenté sur la slide précédente. Slide. Quels sont les grands chapitres qui meublent le guide du suivi communautaire? Nous avons 5 grands chapitres dans lesquels nous avons pu résumer le maximum d'informations sur le guide, sur le suivi communautaire. Le premier chapitre, nous avons voulu traiter d'abord du paludisme de manière générale,
Par la suite, nous avons présenté les stratégies de lutte contre le paludisme qui sont mises en œuvre dans les pays endémiques à cette maladie. Puis, nous avons de manière générale présenté ce que c'est que le suivi communautaire et par la suite, comment implémenter un programme de suivi communautaire des interventions de lutte contre le paludisme et pour finir par quelles sont les compétences requises pour pouvoir mener un bon suivi communautaire. Slide. Le premier chapitre, nous avons résumé, comme je le disais, vraiment le fardeau du paludisme à travers le monde, puisque nous savons que près de 70% des cas de paludisme surviennent dans les pays high burden to high impact, qui sont les pays les plus touchés par le paludisme. C'est la slide que nous présentons, les 10+1 pays les plus touchés. Et c'est dans ces 10+1 pays les plus touchés que le Fonds mondial implémente sa stratégie high burden to high impact, qui découle de la stratégie technique mondiale de l'OMS. Et nous avons aussi tenu à rappeler l'importance de la prise en compte des programmes nationaux de lutte contre le paludisme dans la définition des interventions que nous menons dans le cadre du suivi communautaire, car ce sont les programmes nationaux qui nous permettent d'implémenter les interventions appropriées pour lutter contre le paludisme au niveau communautaire, ainsi qu'à tous les autres échelons. Et il était primordial pour nous de pouvoir montrer le lien entre le suivi communautaire et ces programmes nationaux. Slide. Le chapitre 2 présente essentiellement les stratégies de lutte contre le paludisme qui sont en cours dans la plupart des pays endémiques. C'est juste un rappel. Nous avons la chimioprévention, la distribution et l'utilisation des moustiquaires imprégnés, la gestion des gîtes lavaires, la pulvérisation intradomiciliaire ou bien en communauté. Et l'une des dernières stratégies mises en œuvre que nous avons tenu à présenter également, c'est le vaccin. Par la suite, nous sommes revenus sur la gestion du paludisme, que ce soit au niveau communautaire ainsi qu'en milieu hospitalier, car il est important qu'avant de pouvoir intervenir dans le cadre du suivi des programmes qui sont mis en œuvre, il faut d'abord connaître quels sont ces programmes qui sont mis en œuvre au niveau communautaire et au niveau national. C'est pour cette raison que nous sommes revenus sur ces stratégies et les ont présentées de manière vraiment brève, concise, mais vraiment très instructive dans le cadre de ce document. Et nous avons également tenu à rappeler quelles sont les populations les plus vulnérables au paludisme. Et ce sont évidemment les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Juste pour une petite précision sur laquelle nous avons tenu à insister dans le cadre de ce document, c'est que le suivi communautaire des programmes de lutte contre le paludisme doit porter son attention sur les populations vulnérables. Il est primordial que ces populations soient au cœur des interventions mises en œuvre au niveau communautaire, au niveau national. Et dans le document, en plus de ces populations les plus vulnérables, nous avons présenté également les autres populations qui sont désormais considérées comme vulnérables dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Je vais parler par exemple des migrants, des réfugiés, des déplacés internes, des travailleurs du sexe, des voyageurs. Nous avons plusieurs populations dont dans certains pays, le Malaya Matchbox a pu déterminer comme population vulnérable au paludisme. Slide. Le chapitre 3 traite du suivi communautaire en général. Qu'est-ce que c'est que le suivi communautaire et qu'est-ce que la différence avec les autres interventions? Juste pour résumer, le suivi communautaire, c'est une action qui se focalise sur les priorités communautaires dans le cadre de la lutte contre la maladie. C'est un autre type de suivi de projet. Cela consiste essentiellement à collecter les données de routine et pouvoir les utiliser afin d'aider à la prise de décision. C'est un processus répétitif et qui demande l'implication totale de la communauté dans le suivi des activités mises en œuvre. C'est une autre facette de la réponse communautaire dans le cadre de la lutte contre la maladie. Et c'est également un très bon moyen pour trianguler les données collectées au niveau communautaire. Car nous savons que dans chaque pays, il est mis sur pied un système de suivi et évaluation. Et le suivi communautaire représente au même titre que les autres systèmes un bon moyen de collecter les données et d'avoir la bonne information, la bonne donnée qui permettra de prendre la bonne décision dans le cadre de la réponse à la lutte contre les maladies.
Qu'est-ce que c'est que le suivi communautaire n'est pas quoi? Le suivi, ce n'est pas une action qui est focalisée sur les priorités définies par des partenaires externes. Non, le suivi communautaire se focalise sur la population, sur les interventions communautaires, sur ce que la communauté va décider, mais pas sur ce que vont décider les donateurs et le gouvernement. Ce n'est pas un suivi évaluation d'un projet, non, ce n'est pas ça le suivi communautaire. Ce n'est pas juste un assemblage des données collectées au niveau communautaire et juste une publication de ces données-là. Et le suivi communautaire ne s'attarde pas sur les données épidémiologiques, telles que qu'est-ce que c'est que la prévalence, qu'est-ce que c'est que l'incidence de la maladie. Non, le suivi communautaire va s'attarder plus sur le côté humain de l'individu. Comment est-ce que telle communauté, comment est-ce que telle population fait pour accéder à tel ou tel service, pourquoi est-ce qu'elle n'accède pas à ces services, pourquoi est-ce que les droits des communautés ne sont pas respectés. Voilà, c'est ce quoi le suivi communautaire veut s'attarder et doit s'attarder. Ce n'est pas juste une étude basique d'un projet ou encore moins une évaluation à mi-parcours de ce projet-là, ni moins une évaluation finale. Donc, le suivi communautaire, c'est vraiment une activité de concert avec la communauté. Slide. OK. Sur ce slide, nous présentons les différences entre le suivi communautaire, le suivi évaluation et les études menées dans le cadre de projets. Le suivi communautaire se base sur les bénéficiaires. Ici, les bénéficiaires ont la liberté de s'exprimer sur les besoins qu'ils ont, sur leurs problèmes qu'ils rencontrent dans l'accès à des services de qualité. Pasteur, premier, vous pouvez un peu couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Le suivi communautaire a une approche horizontale. Cela veut dire quoi? Que la personne qui collecte l'information va directement discuter avec la personne qui peut donner l'information. Ce n'est pas la personne, et la personne est dans la communauté. Ce n'est pas un individu qui vient du niveau supérieur pour pouvoir discuter avec les membres de la communauté. Non, ce sont les membres de la communauté qui sont choisis au sein de leur propre communauté pour pouvoir collecter les données sur cette communauté-là. Le suivi communautaire est dirigé par la communauté, comme nous l'avons dit. Sa valeur monétaire est élevée. Certes, elle ne demande pas trop de budget, mais elle a une incidence élevée sur la prise de décision en termes de financement des interventions. Elle se focalise sur les populations marginalisées et le feedback est rapide. Ici, la communauté peut rapidement dire et dénoncer les problèmes qu'elle rencontre dans l'accès à des services de qualité. La différence avec le suivi évaluation, c'est que le suivi évaluation, le suivi évaluation répond aux attentes des donateurs, aux attentes d'un projet et a une approche plutôt verticale. C'est-à-dire que les décisions viennent d'en haut et on peut juste répercuter sur le terrain. Donc, ce n'est pas de concert avec la communauté qu'on définit les indicateurs sur lesquels on veut collecter les données dans le suivi communautaire. C'est un procédé coûteux, le suivi évaluation, parce qu'il faut mettre en place un grand système qui prend en compte tellement de paramètres. Malheureusement, ça cible très peu souvent les populations marginalisées, le suivi évaluation, et le feedback prend un peu plus de temps pour le feedback de retour vers la communauté, ça prend un peu plus de temps. Les études, que ce soit les études de baseline, les études à mi-parcours ou les études finales, sont généralement menées à la demande d'un potentiel bailleur ou bien d'un potentiel bailleur qui a besoin de certaines informations précises sur un domaine précis du projet. Et c'est l'approche également verticale et elle est généralement, comme je disais, sous la conduite du gouvernement ou des partenaires internationaux. Elle est très coûteuse et il y a également une difficulté à approcher ou à cibler les populations marginalisées et à ce niveau également, le feedback est encore plus lent vers la communauté. Slide. Je vais juste un peu m'arrêter pour demander, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat box, s'il vous plaît. Nous allons y répondre au fur et à mesure que nous allons avancer dans la présentation. Sur ce slide, vous verrez les 5 grandes étapes du suivi communautaire de manière générale. La première étape, c'est la collecte des données qui se fait au niveau communautaire. Et par la suite, nous avons l'analyse de ces données et la traduction des données
en décisions qui vont être utilisées pour la prise de décision. Excusez-moi la répétition. Nous avons également ces données qui sont utilisées pour l'engagement et pour la dissémination, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mieux agir dans tel ou tel secteur pour telle ou telle intervention. Et surtout pour le plaidoyer, parce que ce sont ces données qui nous permettent de plaider pour les besoins des populations les plus vulnérables. À ce niveau, nous avons les évidences certaines afin de mieux adresser les questions des populations vulnérables auprès des personnes qui décident pour améliorer leurs conditions. Slide. Le chapitre suivant se focalise essentiellement sur l'implémentation du suivi communautaire des programmes clés de lutte contre le paludisme. Sur cette slide, nous avons essayé de résumer quelles sont les différentes étapes pour implémenter un bon suivi communautaire des interventions de lutte contre le paludisme. La première étape est d'abord de comprendre le projet. Ici, par projet, on peut parler d'une intervention, on peut parler d'un programme. Je vais revenir sur l'exemple de Mme Marie-Laure qui a présenté, a partagé son expérience plus haut. Si on prend par exemple l'intervention des distributions de moustiquaires, il faut comprendre d'abord en quoi est-ce que cela consiste et pourquoi est-ce que cette intervention est mise en œuvre dans le pays. C'est pour ça que on disait que le suivi communautaire doit s'aligner au plan stratégique national de lutte contre le paludisme. Donc, par la suite, la base c'est l'étape 0. L'étape 1, c'est de définir les aspects du projet sur lesquels il faut faire le suivi communautaire. Quelles sont les interventions sur lesquelles nous allons faire le suivi communautaire? Dans chaque pays, nous avons beaucoup d'interventions qui sont mises en œuvre, distribution des MILDA, CPS, chimio-prévention en milieu saisonnier, prise en charge du paludisme au niveau communautaire, au niveau hospitalier. Donc, quelle est l'intervention sur laquelle, quel est le programme sur lequel la communauté de concert avec la société civile va pouvoir s'attarder pour effectuer le suivi communautaire. Donc, c'est ici à cette étape que cela est défini. Et par la suite, on définit les sites de suivi. Où est-ce que cela va être fait? Comme nous avons dit plus haut, le suivi communautaire, généralement, ne cible pas forcément tout le niveau national. On choisit les sites où on va mettre en œuvre le suivi communautaire. L'étape 2 consiste à mettre sur pied l'équipe qui va effectuer le suivi communautaire. L'équipe va dépendre de plusieurs facteurs et généralement, elle se fait au niveau de l'OSC, mais elle doit être approuvée et acceptée par la communauté dans laquelle on va mettre en œuvre le suivi communautaire, avec qui nous allons travailler dans le cadre de ce suivi communautaire. Par la suite, on développe les outils de collecte de données, puis on procède à la collecte de ces données avec des outils préalablement développés. Slide. L'étape 5 consiste à analyser les données collectées sur le terrain avec le concours de la communauté. Par la suite, on produit un rapport de l'activité menée. Et ici, nous voulons insister sur le fait que ce rapport est différent des rapports de suivi-évaluation. Le langage doit être vraiment, vraiment compréhensible, le plus simple possible, car le rapport, certes, va aider pour le plaidoyer, va aider pour d'autres, pour la prise de décision, mais ce rapport est d'abord à l'endroit, la première cible, c'est la communauté avec laquelle nous travaillons. Elle doit pouvoir comprendre ce qui a été dit et comprendre ce qui a été fait. L'étape 7 consiste à présenter les résultats du suivi communautaire. Généralement, on peut le faire sur PowerPoint, mais vraiment de manière assez simple. Et si là, on cible effectivement alors les managers de projet, les responsables des districts de santé au niveau de district, au niveau régional ou au niveau national même. On cible le PNLP, on cible le CCN. L'étape 8 consiste à faire la restitution du rapport au niveau de la communauté. Et c'est une réunion organisée au niveau communautaire pour présenter les résultats dans un langage vraiment simple. On montre plus les photos à la place des diagrammes. Donc, on va laisser les histogrammes que nous avons l'habitude de faire dans les rapports de suivi-évaluation, mais plutôt montrer les photos ou des images qui présentent le problème rencontré par la communauté
ou la bonne pratique adoptée par la communauté afin de mieux lutter contre le paludisme. Et la dernière étape est la capitalisation de ces résultats. Comment est-ce qu'on va utiliser ces résultats de suivi communautaire afin de faire un bon plaidoyer? Slide. Okay. La slide suivante présente de manière les outils qui ont été développés dans le cadre du développement de ce guide. Ici, sur la photo de gauche, nous voyons un peu quelques outils sur quelles sont les questions à se poser pour comprendre les activités sur lesquelles on va faire le suivi communautaire, quels sont les aspects du projet sur lesquels on va faire le suivi et également quels sont les outils. On a quelques exemples d'outils qui peuvent être utilisés pour faire le suivi. Donc, le guide qui a été développé par CSFOMI est un guide très pratique. Nous vous demandons juste, chers collègues de la société civile, d'y aller dans ce guide et pouvoir prendre les informations qui vous permettront de mener vraiment de manière aisée le suivi communautaire dans vos différentes localités où vous intervenez. Slide. Pour finir, le dernier chapitre de ce guide se focalise sur les compétences qu'il faut réunir, qu'il faut requérir pour pouvoir mener un bon suivi communautaire. Les compétences au niveau de l'OSC sont essentiellement une bonne connaissance des activités à mettre, à suivre, développer les capacités des membres de l'OSC et surtout les outils qui vont permettre de collecter les données, l'habilité à collecter effectivement ces données et surtout l'habilité à pouvoir rédiger un bon rapport de suivi communautaire. Maintenant, au niveau de la communauté, il faut également des compétences pour pouvoir mener le suivi communautaire. Car, comme on l'a dit, les deux parties prenantes travaillent ensemble pour pouvoir mettre en œuvre un bon suivi communautaire. La communauté est responsable aussi bien de la gestion que de la délivrance des livrables du suivi communautaire, afin de pouvoir améliorer sa contribution contribuer à améliorer les services dont elle bénéficie au quotidien. Donc, elle est responsable de sélectionner le partenaire OS et OBC avec qui elle va travailler pour mettre en œuvre le suivi communautaire et également elle doit être capable de mettre sur pied les mécanismes de suivi et de contrôle de la qualité des interventions mises en œuvre dans leur localité. Right? On va finir par présenter les opportunités sur lesquelles nous pourrons nous attarder pour utiliser ce guide. Pourquoi est-ce que ce guide est important? Ce guide est important afin d'effectuer une bonne revue des stratégies, des plans stratégiques nationaux de lutte contre le paludisme. Nous insistons sur cette recommandation clé et également développer les plans stratégiques nationaux de lutte contre le paludisme et développer les notes conceptuelles DC7 qui ont débuté cette année et également effectuer les opportunités de sécuriser les fonds pour implémenter les activités mises en œuvre en termes de suivi communautaire. La dernière slide c'est toujours des opportunités pour mettre en œuvre le suivi communautaire. Ici, le guide vous permet de pouvoir cibler les activités que vous pouvez proposer dans les projets à haut impact à l'attention des populations vulnérables, surtout des projets qui peuvent être financés par des bailleurs, tels qu'initiatives, à la mise en œuvre des task force nationales, PNLP, CSFOMI, et également au mécanisme de suivi des CCM dans les pays, à l'intégration des programmes existants entre ITV-TB et les OSC et aussi à l'implémentation des autres activités des OSC. Sur ce, je vous remercie. Je vais passer la parole à ma collègue Karine. Merci Fidèle, merci beaucoup. Alors, c'est juste merci encore pour cette brillante présentation, vraiment pour l'outil qui donne vraiment envie de lire. Avec tous ces détails, nous espérons que chacun d'entre nous va consulter l'outil qui est déjà disponible sur le site internet CSFOMI en français et en anglais. Donc, nous vous partagerons aussi le lien de l'outil au même moment que cette présentation, juste après le webinaire. Donc, quelles sont donc les prochaines étapes après avoir élaboré l'outil? C'est vraiment de le disséminer autant que possible. Vraiment,
L'important, c'est que vous puissiez utiliser cet outil. Il va vous servir dans la mise en œuvre des plans stratégiques nationaux paludisme de vos différents pays et aussi dans le nouveau processus d'élaboration des notes conceptuelles Grand Cycle 7 du Fonds mondial qui sont en train de commencer ou alors qui ont déjà commencé dans certains pays. Donc, nous vous encourageons vivement à partager cet outil massivement, que ce soit à toute la société civile, membre de CS4Me ou pas. L'essentiel, c'est que chaque personne que vous connaissez dans votre communauté ou même hors de votre communauté qui pourrait avoir besoin de ce guide puisse vraiment y avoir accès et l'utiliser. Nous vous encourageons à le partager, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les sites Internet, vraiment disséminer-le au maximum possible pour qu'il puisse vraiment servir la société civile. Donc, nous allons passer rapidement la parole avant la phase de questions-réponses. Nous voyons déjà beaucoup de mains levées et c'est très bon signe, ça veut dire que vous êtes vraiment en train de nous suivre. Nous allons passer la parole à notre collègue Cecilia Seno du Ghana qui s'est connectée. Et après Cecilia, nous reviendrons pour vous donner la parole pour les questions et aussi les réponses. Thank you very much, Cecilia. Thank you for attending. Yes, you have the floor. Thank you. Thank you. Thank you very much. And I'm very sorry. I apologize for the bad connection. I'm out of Accra. We are doing malaria and TB HIV review for the Global Fund Round 7. Okay. Yes, thank you. Thank you. You have the floor. So I will talk briefly about the malaria community-led monitoring and the impact. First of all, I would like to thank CS4Me for really coming out with this. It is very, very strategic and very important for us to prepare us for the Global Fund Grant 7, where we can add it because we've been implementing community-led monitoring in Ghana since NFM1, and we've never seen malaria tool for community-led monitoring. This is so great. But the impact of community-led monitoring, which has been discussed already, is it's going to empower community members, which many of us in sub-Saharan Africa have been affected by malaria before, and the vulnerable population that we work with, the pregnant women, the children under 5. And it will give us the opportunity to monitor implementation because what we've been monitoring, what the impact of the previous one we used has given us the impact of empowerment and the voice to contribute to quality implementation and identify gaps, because the tool has helped us to collect data, and the malaria tool will help us to collect data on gaps on implementation. One important thing that the impact we have made using the community-led monitoring under the other grants, which I believe will help us do under malaria, is that it has united us as civil society and community members to speak with one voice, because we had the evidence of what we are talking about. It has given us a tool to make our voices louder and to insist on quality services and to monitor commodity gaps and to draw attention of the duty bearers and implementation, Ghana Health Service and all other implementation partners to ensure that the services are reaching where it's supposed to reach. It also helps us to identify communities that are left behind, because many communities are left behind through implementation because we don't get them. But with the community-led monitoring, we are able to identify vulnerable populations that no one has ever or has reached out to. And because we have been able to have a tool to monitor implementation, to map up areas that implementation is getting to, we are able to identify beneficiaries that really need the services of community-led monitoring. And so it is so great, it is so beautiful that CS4Me has developed and its partners have developed the tool for us. One important thing that we will also talk about, which will help us monitor the implementation as we collect the data, is also to listen to input and issues that, apart from malaria infection,
will help us to eliminate malaria in our countries and in the communities, and empower the community members as we give them feedback on implementation to be able to understand that behavior changes, we collect the data, as we implement community-led monitoring, behavior change and their contribution to effective implementation is very important. Once again, community-led monitoring is important because it is the voice of the most vulnerable, and they are the same people going to collect the data. It's involving everybody in collecting data at different levels. It's not Ghana Health Service, or it's not the health service providers, but it is also the beneficiaries, the users of the service, to talk, to raise their voices, to demand quality and type of services that they think that they need, and also ensure that the quality of drugs that we are giving to them, the efficacy of the drugs that we are giving to them is actually working and helping us to implement all the implementations. And so one of my core is that we should ensure that as we develop the new funding cycle 7, we add community-led monitoring tools and implementation to the cycle, the fund request we are submitting. Thank you very much. And we wish CS4Me and all of us a successful implementation of the Global Fund Cycle 7. Thank you. Thank you very much, Cecilia, for this informative and sharing your experience on the field in Ghana, which is really interesting for us. We will let the floor to another panelist. Nous avons donc Babacar Thiam qui nous vient du Sénégal, qui va maintenant partager son expérience avec nous. Donc, Babacar, j'espère que ton micro est maintenant opérationnel. C'est bon, allô? Babacar? Bonjour, oui, Babacar, comment vas-tu? Oui, ça va bien, et vous? Bien, merci. Donc, nous te laissons la parole sans plus tarder. Nous avons 5 minutes de présentation, de partage d'expérience sur comment est-ce que ça se passe au niveau du suivi communautaire au Ghana. Merci beaucoup, Babacar. À toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous m'excusez, je suis à... Vous savez, le Sénégal abrite la réunion internationale du Fonds mondial. Beaucoup de pays sont là, donc c'est pour présenter GC7. Et je suis à cet atelier, je fais partie de l'équipe du Sénégal qui va représenter le pays. Vous m'excusez un peu avec ces légers retards. Très rapidement, je vais vous présenter notre expérience en CLM. Et ça a démarré depuis 2021 jusqu'en 2022 et ça continue. Parce que nous pensons que vraiment aujourd'hui, la société civile doit pouvoir avoir la capacité de produire ses propres données communautaires. Et c'est ça qui va permettre à la société civile de mener des stratégies de plaidoyer plus efficientes et qui peuvent avoir plus d'impact en termes de programmes, notamment le PALU. Et quand on a démarré cette expérience, avec l'appui de ITPC, du Fonds mondial, de l'Expertise France et de l'USAID, ça nous a permis de concevoir d'abord des outils, parce qu'il faut avoir des outils de collecte. Il faut former également aussi des collecteurs sur le terrain. Il faut mettre en place un cadre, c'est-à-dire le groupe consultatif, qui permet de pouvoir valider donc ces données-là et de pouvoir donner des orientations par rapport au choix de plaidoyer à mener sur le terrain. Et les acteurs qui ont été formés, donc les collecteurs, les superviseurs, déjà avant de pouvoir collecter massivement ces informations, à travers les formations qu'ils ont déjà eues et l'outil qu'ils ont conçu à travers donc notre engagement, ça les a permis déjà de pouvoir faire de l'alerte sur le terrain. Et on a vu les sites qui fréquemment manquaient de moustiquaires imprégnés. Donc ces sites-là aujourd'hui, on reçoit régulièrement des informations d'alerte, ce qui a permis aujourd'hui de pouvoir avoir des stocks de sécurité au niveau donc, de ces sites-là. Et sans la CLM, on n'est pas parvenu depuis des années à pouvoir assurer vraiment ces stocks de sécurité au niveau donc, de ces sites-là.
Et la CLM nous a permis également de pouvoir faire impliquer massivement nos collecteurs et nos superviseurs sur le terrain et les points focaux lors de la distribution de masse donc des moustiquaires imprégnés. Parce qu'eux, ils ont participé au recensement donc, des informations. C'est vrai que c'est porté par le programme, mais quand même avec notre engagement et avec le renforcement de compétences qu'on a eu à faire en direction donc, de ces collecteurs et superviseurs, cela les a permis de pouvoir descendre sur le terrain et de mieux indiquer les localités où parfois l'État ne parvient pas à positionner ces moustiquaires. Je peux en parler pour le cas du VIH-Sida, je peux en parler pour le cas de la tuberculose. Mais comme on est dans le cadre donc, du paludisme, c'est là-bas où je mets l'accent. Et la CLM nous a permis également aussi d'identifier les lacunes au niveau de suivi que fait les organisations, au niveau de la production de qualité donc des données. Parce que ça aussi, c'est extrêmement important. Oui, souvent, les acteurs communautaires se contentent de donner des activités, mais ils ne se lancent pas dans le défi de collecter des données qui sont liées à la qualité donc, des services, des données liées à l'accessibilité des services, des données liées aux questions d'inégalité, aux questions de genre, donc aux questions de respect des droits humains. Ouais. Donc, tout cela nous a permis de pouvoir mettre en place un mécanisme qui régulièrement collecte ces informations et faisait l'alerte donc sur le terrain. Les défis principaux aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer à renforcer la capacité des acteurs sur le terrain. Et aujourd'hui, avec l'ONU-SIDA, nous avons un programme qui permet de pouvoir organiser sur l'ensemble du territoire national des ateliers de formation sur CLM. Et là, ça nous permet de pouvoir, on a commencé l'expérience à Dakar ici, plus de 56 acteurs clés de différentes maladies, palud, VIH, sida, tuberculose, ont été suffisamment formés, qui permettent de pouvoir démultiplier ces formations sur le terrain et de partager ça au sein de leur organisation pour insister sur le défi de la production des données communautaires. L'autre aspect, c'est la poursuite avec deux exemples pilotes, deux expériences pilotes. Dans la région de Dakar, on a choisi un district et dans la région de Tambacounda, à peu près à 300 km de Dakar, on a choisi un district avec 9 centres de formation sanitaire. Ici à Dakar également aussi 9 centres de formation sanitaire. Et ça permet de pouvoir trianguler ces informations, de voir un peu qu'est-ce qui se fait de meilleur en dehors de Dakar, parce que Dakar aussi c'est la capitale, mais en dehors de Dakar, est-ce que le renforcement du système communautaire est simplement renforcé au niveau de Dakar? Qu'en est-on au niveau donc, des régions? L'exemple de Tambacounda. Et ça nous permettra de voir. Aussi, en termes d'accès au financement pour les OSC, que ce soit dans le cadre de la lutte contre le sida, dans le cadre de la lutte contre le palud, ainsi de suite. Parce que les OSC ne peuvent pas pouvoir s'engager sur le terrain sans qu'il y ait le minimum d'accompagnement en termes de financement. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est par rapport aussi à l'engagement communautaire. Vous voyez, l'engagement communautaire, on va le comparer donc à partir des résultats qui vont être produits, comparé à de Dakar et aux autres régions. Vous voyez, et ça, cela nous permettra de pouvoir bâtir dans le futur des plans qui nous permettent de pouvoir renforcer davantage l'engagement communautaire à tous les niveaux pour une meilleure qualité donc, de l'accès aux services donc, en direction des différents groupes vulnérables. Donc, voilà en résumé ce que je voulais vous livrer. Je n'ai pas préparé une présentation comme il s'agit d'un partage d'expérience avec un timing très court. Donc, voilà les éléments que je voulais verser très rapidement dans la discussion générale. Je suis très heureux qu'aujourd'hui, ça soit mis pour terminer et élaborer un outil type qui permet de pouvoir vraiment renforcer la capacité des acteurs. Dès à présent, au niveau du Sénégal, ça, je vous le dis, quand j'ai parlé de cette information, il y a des partenaires qui m'ont dit, mais c'est déjà bien. Dès que l'outil sera disponible, on pourra voir avec certains partenaires comment renforcer la capacité des OSC sur la base donc, de cet outil-là. Et ça leur permettra de pouvoir se lancer massivement donc, dans le cadre de CLM. Et avec aussi l'avènement du Fonds mondial, c'est-à-dire NF4,
on va essayer de voir dans le dialogue pays comment insister sur vraiment la production donc, de nos communautaires avec travers CLM et renforcer également aussi l'engagement communautaire des acteurs sur le terrain. Merci beaucoup pour ton intervention, Boubacar Thiam. Merci aussi d'avoir pris le temps de partager avec nous cette expérience. Donc, nous venons de partager dans le chat des liens de l'outil disponible sur le site internet CS4Me en français et en anglais. Donc, nous vous prions de consulter votre chatbox pour pouvoir accéder à ces liens et nous vous l'enverrons, comme nous vous l'avons dit, aussi dans la présentation que nous allons partager avec vous après ce webinaire. Merci encore à tous les différents panélistes pour leur brillante intervention. Donc, je vais passer la parole à Olivia qui a quelque chose à dire. Merci encore beaucoup. Merci. Olivia. Non, je n'ai plus rien à dire. Merci à tous les panélistes. Ah, ok, d'accord. C'est parce que nous avons vu la main levée. Merci. Ok, d'accord. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la phase de questions-réponses. Nous avons une question nous allons commencer par celles qui ont été écrites dans le QNR. La première nous vient de Monsieur Aliou. Alors, il demande comment le suivi-évaluation, je lis exactement ce qui est écrit, comment le suivi-évaluation se balade sur le cahier de charges, sur quoi se base donc le suivi communautaire, quel est le support qui guide le suivi communautaire? Bon, je passe la parole rapidement à mon collègue Fidèle pour éclairer notre question. Merci beaucoup. Nous passerons la parole à tous ceux qui ont levé la main. Merci. Ok, merci beaucoup, Karine. Je vais passer la parole pour cette question. Si je comprends la question, c'est pas Karine, je peux voir la question. Comment le suivi-évaluation se balance sur le cahier des charges? En fait, chaque organisation de concert avec la communauté dans laquelle elle travaille doit définir quelle intervention de lutte contre le paludisme elle aimerait suivre, afin de s'assurer que l'intervention ou bien les services apportés à la population touchent réellement cette population et puissent les aider à améliorer leurs conditions de santé, surtout en termes de lutte contre le paludisme. Donc, c'est l'OSC qui, de concert avec la communauté, va définir sur quel aspect elle peut mener le suivi communautaire. Maintenant, comme nous avons dit dans la présentation, le suivi-évaluation, c'est un aspect de gestion de projet qui s'attarde sur le suivi des indicateurs définis au début du projet. C'est différent du suivi communautaire. Le suivi communautaire, c'est de concert avec la communauté, alors que le suivi-évaluation, c'est un aspect de la gestion de projet qui est défini par une équipe de projet et généralement lié aux besoins d'un potentiel bailleur qui finance la mise en œuvre de ce projet-là. Donc, juste pour faire cette différence, suivi communautaire, l'activité mise en œuvre de concert avec la communauté, suivi évaluation, c'est juste le suivi des indicateurs selon les demandes du bailleur. Merci. Merci beaucoup, Fidèle. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole à Sir Diaye. Sir Diaye. Votre micro est ouvert, il vous suffit de... est activé, oui, il vous suffit de l'ouvrir pour parler. Sir Diaye. OK. Peut-être, nous allons passer au prochain. Mutanga Eliman Dia. Oui, bonjour et merci. Bonjour. Bonjour Olivia, bonjour à toute l'équipe de CS4Me, à toutes les organisations et tous les participants à ce panel. C'est vraiment une occasion que vous structurez pas mal de choses. Des initiatives avec des outils éparpillés, il en existait.
mais structuré ainsi et partagé dans une échelle aussi large, c'est vraiment une première et nous vous félicitons pour cela. J'en veux pour preuve que lorsque nous intervenions dans les programmes d'urgence, ce qu'on appelle chez nous des plans Orsec qu'on déclenche pratiquement chaque année à l'issue des inondations, il y avait un volet important de lutte contre le paludisme avec distribution de moustiquaires. Et c'est nous-mêmes qui avions proposé la première fiche de VAD, fiche de visite à domicile, pour que les relais puissent recueillir certaines informations sur le nombre d'enfants de moins de 5 ans, le nombre de femmes enceintes trouvées dans les domiciles. Et toutes ces fiches-là, nous les collections pour en faire un rapport. C'était au début des années 2000. Et plus tard également, avec les revues que le programme national contre le paludisme organisait avec les ONG, on échangeait également et chaque ONG venait avec sa démarche partagée. Chacun avait une originalité. Mais le fait d'harmoniser et aussi en 2009, lorsque nous nous battions pour que le programme nous fasse une dérogation pour que certains fonds soient utilisés pour recueillir les données du niveau communautaire et les intégrer aux données du système de santé. Ce système de santé qui ignorait royalement les données du niveau communautaire et nous trouvions que les données étaient tronquées si on ne prenait pas en compte ce qui venait des communautés. Et ça a été une longue bataille. Et bon an, mal an, on y est arrivé. Le système de santé du Sénégal intègre maintenant les données du niveau communautaire. Mais ce que vous avez fait à travers cet outil CLM, vraiment, c'est une harmonisation plus globale à l'échelle continentale, voire mondiale. Et je vous félicite pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces paroles d'encouragement, Monsieur Moutanga. Effectivement, l'un des objectifs de la société, du réseau CS FORMI, c'est d'unir la société civile afin de former une grande force pour éliminer et éradiquer cette maladie. Si je peux juste ajouter un petit mot. Ajouter un petit mot, si vous permettez. Ma dernière bataille, je dirais, l'une de mes dernières batailles, c'est de faire en sorte que les organisations de la société civile disposent d'espaces qui leur sont dédiés afin de conduire leurs activités. Parce que ici, jusque-là, c'est au niveau des structures de santé qu'on les admet bon an, mal an, et ne sont pas libres de dire tout ce qu'elles pensent. Donc, une plateforme dédiée à la société civile où les organisations de la société civile sont libres de se rencontrer, de concevoir ensemble, de partager ensemble. Ça aussi, c'est une des batailles que j'essaie de mener depuis des années. Et j'espère qu'avec ce processus-là que vous venez d'enclencher, on y arrivera. Merci. Merci beaucoup, M. Moutanga. Grand merci encore pour ces paroles d'encouragement. Monsieur Adam, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question ou faire votre commentaire. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Et toutes mes excuses, j'ai pris les choses en cours. Je suis vraiment réconforté par ce que je viens d'entendre. J'estime que l'élaboration de ce guide de suivi communautaire est une bonne chose. Maintenant, j'aimerais bien savoir par quel mécanisme accéder à ce document. L'un dans l'autre. C'est que nous venons juste rentrer d'une mission de dialogue pays et par rapport au VIH et le paludisme. Et particulièrement par rapport à la lutte contre le paludisme, je crois que la CPS, la chimio-prévention du paludisme saisonnier, est une intervention qui a une place de choix parce que il y a beaucoup d'enjeux autour de cela. Et nous avons compris qu'au niveau communautaire, il y a un travail sérieux à faire. Et quel est ce travail? C'est la prise de deux doses, la deuxième et la troisième dose à chaque passage. Et ça, vraiment, il y a un travail sérieux à faire parce que si les deux doses ne sont pas prises, effectivement, ça remet en cause cette intervention-là. C'est pourquoi vraiment, nous, ce guide-là est bienvenu. Ça tombe au point nommé. Je crois que
avec les efforts des uns et des autres, nous allons essayer de juguler cet état de fait. Vraiment, merci beaucoup. J'insiste, donc si c'est par mail ou comment accéder à ce guide-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adam. Nous avons partagé, peut-être parce que vous venez juste de nous rejoindre, nous avons partagé le guide dans le chat, mais nous allons encore le repartager tout de suite. Le lien est disponible, le guide est disponible sur le site internet CS4Me. Donc, nous avons encore partagé le lien pour accéder à ce guide en français et en anglais dans le chat. Et comme nous l'avons dit, après ce webinaire, nous enverrons aussi ce lien. L'objectif de ce webinaire de lancement, c'est le mettre à votre disposition. Donc, nous comptons vivement sur vous pour vraiment le partager massivement. Encore une fois de plus, merci. Merci beaucoup, Adam. Est-ce que Sylvie Diaye peut ouvrir son micro? OK. Monsieur Gali Morens. I think it's Gali Morens. Yoka Gombo. Please, Mr. Gali Morens, you have the floor. Monsieur Gali, est-ce que vous êtes en ligne ou alors Monsieur Diaye? OK, I think Mr. Gali. Yes. Allô? Oui, allô, Monsieur Gali? OK, donc je voulais dire ceci, que j'ai suivi le webinaire, j'ai suivi ce que l'autre vient de parler sur le suivi communautaire. En fait, moi, je suis en République du Congo, je suis président d'une ONG de droits de l'homme. En fait, nous avons participé au mini-dialogue pays pour préparer le grand dialogue. Alors, ce que j'ai constaté même dans le NFM 3, c'est que dans la mise en œuvre pour faire un bon suivi efficace, il y a vraiment de l'absence des activistes des droits de l'homme dans l'application. Parce que là, nous parlons du suivi communautaire. En d'autres termes, on parle du monitoring, en fait. Alors, j'aurais souhaité si on peut maximiser la participation des défenseurs des droits de l'homme, parce que nous avons pu relever quelques détails sur le NFM 3, des inégalités sur... Allô? La communauté, il y a eu des atteintes, des violations moustiquaires et du Fonds mondial. Si on peut nous aider pour l'implication dans la mise en œuvre de ce projet, parce que nous parlons, les lignes, on parle toujours le droit de l'homme, mais dans la mise en œuvre, je constate qu'il y a vraiment l'absence des structures de droits de l'homme dans l'application des projets. Voilà un peu ce que je voulais dire comme contribution. Si on peut mettre un accent sur ça prochainement, même dans les grands dialogues, dans tout ce que nous allons pouvoir faire, qu'il y ait vraiment cette participation, que ce soit en République du Congo. Si le CS4Me peut nous aider, je ne sais pas comment nous allons le faire, mais si on peut nous aider pour qu'il y ait vraiment une forte implication des ONG de droits de l'homme et dans le suivi, que ce soit dans la mise en œuvre. Voilà un peu ma contribution. Sinon, je félicite le conférencier pour son exposé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Gali. Je passe rapidement la parole à mon collègue Fidèle pour vous répondre sur votre préoccupation. Merci encore. Fidèle? Merci, Karine. Comme nous avons discuté, nous avons présenté tout à l'heure, la prise en compte des droits de l'homme est un aspect très important dans le développement des notre conceptuels et même des programmes et des plans stratégiques que nous mettons en œuvre. Et le guide des suivis communautaires a pris en compte cet aspect-là. Donc, nous avons mis un accent sur la prise
sur la prise en compte des droits de l'homme et comment est-ce que cela peut être inclus dans les notes conceptuelles qui sont en cours d'élaboration par les pays et même dans le cadre de la revue des plans stratégiques qui est également en cours dans plusieurs pays en Afrique. Donc, nous vous prions juste de cliquer sur le lien et aller vers l'outil de CLM qui est disponible sur le site CS4Me en version française et anglaise et vous trouverez tous les éléments nécessaires pour pouvoir vous aider à bien faire à inclure les aspects liés aux droits de l'homme et des communautés vulnérables dans les notes conceptuelles et également toute autre politique de lutte contre le paludisme au niveau de votre pays. Merci. Nous allons renvoyer à nouveau le lien dans le chat box. Exactement. Merci beaucoup. Cet outil, nous avons pris en compte les différents groupes vulnérables lors de l'élaboration de cet outil et c'est un très grand point que vous allez découvrir. Nous vous conseillons une fois de plus vivement à cliquer sur le lien qui est dans le chat box pour télécharger l'outil disponible sur le site internet CS4Me en français et en anglais. Alors, nous voyons 3 mains levées. Premier, je passe la parole à M. Daouda Insa. Oui, Monsieur Daouda. Oui, Yes. oui, Karine. Oui, bonjour Karine. Bonjour Karine, Daouda. bonjour Fidèle, bonjour à tous les collègues. Oui. Merci Fidèle en tout cas de toutes les orientations dynamiques que vous avez expliquées autour du guide. J'ai lu le guide, c'est vrai. Excusez-moi du retard aussi, dû au flux d'activités qu'on a. Mais je relève quand même 3 choses qui me tiennent à cœur par rapport à le précédent, en tout cas de ceux qu'il a développé et du souhait. Je pense que par rapport à notre vision de changement et de réponse au niveau communautaire, j'invite à ce que notre guide soit vu dans la vision Nexus. La vision Nexus, la dernière fois j'en avais parlé, nous exige un peu cette complémentarité de prendre en compte les différents paramètres qu'on ne va pas perdre de vue pour un peu, en tout cas, garder au centre notre lutte contre le paludisme. Donc, je relève que, il y a la lutte contre le paludisme qu'il faut mener, surtout au niveau des personnes vulnérables, qui sont les femmes enceintes, les enfants et autres, au niveau des personnes déplacées, par exemple, chez nous. Il y a, en tant que société civile, ce que nous avons relevé de nos recommandations, l'importance du suivi communautaire, où le guide est beaucoup plus important. Et là, à ce niveau-là, je rejoins notre collègue qui a parlé du monitoring. Donc, je ne suis pas très sûr si on est au même niveau, mais il est important que c'est une recommandation, peut-être de revenir un peu faire ce lien-là avec le monitoring et spécifiquement le suivi communautaire palu au niveau de nos groupes d'observatoires au niveau communautaire. Et là, pour la question de prendre en compte les droits de l'homme, il nous fallait ces petites activités de formation parallèles sur les droits humains. Cela est extrêmement important. C'est extrêmement important. Il faut que parallèlement ces activités de formation et de renforcement des capacités puissent nous être permises pour ramener la question des droits humains et le lien qui est fait avec le paludisme et même les autres maladies pour que nous puissions quand même impliquer davantage la société civile au niveau communautaire, surtout les OCB, au niveau terrain, pour qu'ils aient quand même le niveau de compréhension. Parce que notre vision de la compréhension des droits humains à notre niveau, ce n'est pas la même chose au niveau village, au niveau quartier. Il faut que nous trouverons vraiment les mots et là, il faut que nous ayons cette vision de complémentarité pour le guide. Voilà un peu le commentaire que cela me suscite et que je voulais aussi contribuer par rapport à ça. Merci Fidèle, merci Karine. À vous. Merci beaucoup Daouda. Effectivement, cet outil est destiné à la société civile et vraiment cette société civile qui est très, très active sur le terrain et très proche des communautés. Merci encore. Soumalia
Amadou, vous pouvez ouvrir votre... Oui, allez-y, Bonjour, s'il vous plaît. bonjour Madame Karine, bonjour tout le monde, Somalia. bonjour fidèles. Bonjour. Et vraiment heureux d'être parmi vous. Et je souhaite mes vœux les meilleurs 2023 à tout le monde. Et que j'espère que cette année sera plus meilleure que les autres années précédentes dans nos objectifs communs, pour l'atteinte de nos objectifs communs et plus de résultats à atteindre. C'est-à-dire, moi, j'ai un peu le commentaire que j'avais voulu faire, Daoud Insa a déjà fait ça, mais seulement je veux aller un peu plus loin et compte tenu de la présence des uns et des autres qui connaissent bien un outil que nous sommes en train de mettre en œuvre en tant que groupe de référence national de la société civile dans le cadre du programme Spotlight, qui met en exergue un peu les droits humains, les violences basées sur le genre, et pour ne citer que cela. On a exploité un outil au Niger qui est le suivi et évaluation participative, qui, a regardé un peu le guide, ont des traits communs dans ce que nous avons eu à faire dans le cadre de ce programme Spotlight-là. Donc, nous avons expérimenté un outil qui est le tableau de bord. Donc, le suivi et évaluation participative nous a permis quand même d'élaborer un tableau de bord à des fins de plaidoyer. Et ça met beaucoup en exergue les besoins spécifiques des bénéficiaires et l'appropriation de nos actions par les bénéficiaires et la recherche de solutions face aux problèmes que les communautés rencontrent. Donc, c'est dans ce sens que moi, j'invite, peut-être que c'est mieux vaut tard que jamais, parce que j'avais eu à présenter cet outil-là au Mexique, fidèle à un moment là, on devrait faire un call. Donc, je sortais du Mexique, j'ai présenté cet outil-là et qui a eu le award du meilleur projet plutôt qu'on avait eu à présenter au niveau de Cancun. Donc, dans les jours à venir, peut-être avec nos camarades du Niger, on va essayer de voir comment je peux mettre à leur disposition cet outil-là pour qu'on puisse voir, dans la mesure du possible, comment adapter ça à la réalité du paludisme pour que peut-être ce tableau de bord-là ou bien cet outil de suivi et évaluation participative puisse nous aider à même vraiment de solutionner les problèmes de nos communautés. Parce qu'aujourd'hui, je vous avoue que cet outil nous a permis, dans le cadre de la lutte contre les VBG, d'avoir plus de résultats parce que c'est les mêmes bénéficiaires qui font le suivi elles-mêmes et qui nous rapportent vraiment les informations par rapport aux indicateurs que nous mettons à leur disposition relativement au programme mis en œuvre. Donc, je pense bien que je vais essayer de voir avec les uns et les autres comment avoir, même si c'est une petite réunion, un mini-atelier, pour former les uns et les autres. Et surtout que dans les mois à venir, nous aurons des renforcements des capacités des acteurs de la société civile sur ce document-là. Et le renforcement de capacité va concerner les 4 régions du Niger sur les 8, à savoir Maradi, Zender, Tillabéri et Tawa, et qui sont aussi des fiefs du taux de prévalence du paludisme. Donc, je pense bien que les acteurs de la société civile qui seront avec nous vont être outillés sur cet outil-là et voir de la mesure du possible comment adapter ça au contexte du paludisme, voire même du VIH-Sida et la tuberculose. Je pense bien que nous aurons, dans les mois à venir, un renforcement des capacités des acteurs de la société civile relativement à cet outil. Et je m'engage vraiment à mettre à la disposition des acteurs vraiment les outils nécessaires et à bien renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent vraiment solutionner ensemble avec les communautés. Et aussi, on va ajouter, peut-être que dans le renforcement des capacités, nous allons ajouter aussi le guide que vous avez mis à notre disposition pour qu'on puisse vraiment voir comment un peu compiler les idées
pour aller vraiment dans le sens où nous avons fixé nos objectifs. Merci beaucoup. Soumaya. Merci beaucoup, merci. Nous comptons vraiment sur vous pour partager cet outil avec vos collègues lors de ces différents ateliers que vous allez organiser. Sans perdre de temps, Monsieur Maloubi. Oui, bonjour, madame, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Hein. Mes merveilles, le meilleur comme l'a su dit mon dévancier. Bon, je voulais intervenir pour deux préoccupations principales. Bon, la première, c'est que nous avons, d'abord je salue la qualité du travail qui a été abattu concernant la rédaction de cet outil qui sera très important pour nous, les communautaires. Alors, j'ai une petite question, comme je l'ai dit tantôt. Parce que chaque pays a ses réalités, c'est une question qui me vient comme ça. Cet outil-là, bien entendu, relève presque toutes les questions. Est-ce qu'au niveau national, est-ce qu'il n'était pas question de soumettre d'abord, parce que soumettre cet outil-là, au niveau, bien entendu, de nos programmes nationaux de lutte contre le paludisme pour approbation? Ça, c'est un peu mes questions parce que nous sommes société civile, mais nous sommes aussi régis par les règlements et les lois de la République. Donc, une question, un outil sous-régional devait d'abord avoir, si vous permettez bien, l'approbation du pouvoir public. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est de poser la question peut-être du point de vue collecte des données, parce qu'ici au Congo, nous avons mis en place l'observatoire communautaire qui, bien entendu, un jour joue plus ou moins ses rôles de suivi communautaire. Alors, parmi les outils qui sont utilisés, il y a aussi une ligne verte qui est là, qui permet aux populations d'appeler de manière gratuite, parce que MTN a mis en place un numéro vert qu'on appelle la ligne jaune, qui est utilisée pour le VIH. Et actuellement, on a ajouté des services, donc il y a maintenant le paludisme et la tuberculose. Est-ce que par rapport à ça, cette expérience-là, est-ce que nous ne pouvons pas la capitaliser dans les cas de suivi communautaire? C'est-à-dire que dans les cas, précisément, des collectes d'informations ou des données, est-ce qu'on ne peut pas demander, par exemple, aux communautés d'appeler ou bien d'échanger avec la communauté à distance pour essayer un peu de faire le suivi de certains projets. Alors, pour terminer, je souhaiterais, comme vous l'avez dit, revenir sur la grande question, le nerf de la guerre, parce que oui, les outils sont donnés, mais il faut qu'il y ait quand même un accompagnement, si vous voulez bien, pour la vulgarisation, bien entendu, de ces outils-là au niveau domestique, c'est-à-dire au niveau local de chaque pays. Et ça va permettre peut-être pour une bonne compréhension ou bien une bonne implication de communauté. Donc voilà, les temps nous impartis, voilà l'économie de mon intervention. Merci de votre aimable attention. Okay. Merci beaucoup, Malombi. Je passe rapidement la parole à mon collègue fidèle. Merci beaucoup, Karine, pour la parole. Ouais. Bon, ok, Olivia. Oui, merci beaucoup. Merci, collègue du Congo. Ça, c'est une très, très bonne contribution. Ce serait bien qu'on continue cette discussion même après le webinaire. Alors, pour la première question par rapport à la validation par le pays, absolument. Comme on a dit, c'est un guide, mais ce guide-là doit être contextualisé selon votre pays. Donc, il est recommandé pour la société civile de se rapprocher du programme national de lutte contre le paludisme et qui pourra aider à définir en fait quels sont les indicateurs peut-être qu'il faut suivre en priorité, quels sont les problèmes ou mettre en place ensemble avec le programme national de lutte contre le paludisme un plan pour ce suivi-là. Donc, il est très important de travailler en collaboration avec le programme paludisme ou alors les représentants régionaux ou provinciaux du programme paludisme dans la zone dans laquelle vous êtes. Donc ça, c'est absolument la première étape. Mais n'oubliez pas que c'est un outil qui doit être dirigé par la société civile. Donc, c'est un outil indépendant. C'est important d'avoir la validation, de discuter avec le programme pour s'accorder sur ce qu'il faut suivre en priorité. Mais après, le reste, ça revient totalement à la société civile de décider comment elle veut faire le suivi, qu'est-ce qu'elle veut rapporter, parce que ça reste quand même un outil très indépendant. Donc, en dehors de ça, pour les observatoires communautaires, ça aussi, c'est une très bonne question.
il est très important dans les pays où il y a déjà ces observatoires communautaires de ne pas dupliquer en fait les efforts, mais de voir comment intégrer ou travailler avec les observatoires pour renforcer ce qui est déjà fait. Donc, pour nous, il n'est pas question de créer un système parallèle aux observatoires, mais plutôt de rejoindre peut-être ces observatoires-là et de voir comment renforcer ces observatoires en utilisant peut-être certains éléments du guide qui manquent à ces observatoires. Et c'est une bonne pratique, la ligne verte qui est disponible pour que les communautés remontent leur feedback. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on va noter, on va revenir vers vous pour en savoir plus, parce que c'est aussi une méthode très bonne pour que les communautés puissent partager leur feedback, surtout avec les décideurs. Donc, c'est une très bonne pratique. Et le guide est flexible. Donc, on recommande à chaque pays de contextualiser et d'adapter selon les réalités, selon le contexte et selon aussi les discussions que vous aurez avec le ministère de la Santé ou le Programme national de lutte contre le paludisme. Et enfin, pour le financement de la mise en œuvre de ce guide, nous sommes au bon moment parce que les pays sont en train de rédiger leur note conceptuelle paludisme et la stratégie du Fonds mondial veut que les communautés soient maintenant au centre des programmes. Alors, il serait important de pousser et travailler avec les représentants CCM des communautés et paludisme de vos pays et aussi l'équipe PNLP ou l'équipe nationale en charge de la rédaction de cette note conceptuelle pour assurer qu'il y ait un volet communautaire, de suivi communautaire. Et le guide peut servir d'exemple d'outil qui peut être utilisé pour ce suivi-là pour pouvoir être financé. Et ça, c'est vraiment l'occasion de faire financer la mise en œuvre de ce guide-là. Donc, il y a les notes conceptuelles du Fonds mondial, du cycle 7, qui sont en train de démarrer. Et puis, il y aura d'autres opportunités. On sait que Initiative France, par exemple, vient de lancer un appel à proposition, cherche des projets qui mettent en avant les besoins des populations vulnérables. Donc, voilà encore une autre proposition. Ça peut faire l'objet de tout un projet qui peut être financé pour la société civile, etc. Donc, il y aura certainement beaucoup d'opportunités pour pouvoir insérer ça dans des projets qui peuvent être financés. Et enfin, pour la diffusion du guide, on va vous envoyer le guide, en tout cas de manière électronique en PDF. On vous encourage à le diffuser largement. Et on va voir si on peut appuyer d'autres mécanismes pour la diffusion du guide. Mais à travers les groupes WhatsApp, par mail, on vous encourage déjà à faire très large diffusion du guide. Et n'hésitez pas, ça c'est le début de la conversation. Et on sera content d'avoir les retours sur l'utilisation de ce guide-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivia. Effectivement, ce guide, c'est pour contribuer à améliorer le travail que vous faites déjà et nous vous encourageons vivement à le partager massivement. Merci beaucoup, Olivia. Jean-Claude, le micro est activé, donc tu peux l'ouvrir pour intervenir. Merci. Merci beaucoup d'avoir donné la parole. Et tout d'abord, je remercie les panélistes, les intervenants pour cette très belle partage d'expérience et partage d'informations. Juste à titre d'information que le 12 janvier, un dialogue pays a commencé pour le cycle de financement du Fonds mondial, le NFM 4. Et ce dialogue pays a été initié par le CTM. Et donc, il y avait une invitation lancée par dans les journaux officiels, par mail. Et nous avons assisté à cet dialogue pays. Et donc là, c'est partage d'informations à propos de NFM 4. Et c'est là qu'on nous a dit qu'on ne va plus appeler NFM 4, mais CS7. C'est CS7, donc l'appellation, je ne sais pas dans les autres pays, mais
pour Madagascar. Donc, on va appeler CS7, mais plus NFM4 pour le financement du Fonds mondial. Là. Et à titre d'information aussi, au mois de décembre, on avait participé à l'élaboration de la politique PSN, plan stratégie nationale de la lutte contre le paludisme. Et prochainement aussi, donc, il y aura élaboration du PSN pour le VIH-Sida. Mais pour le paludisme, donc, c'est vraiment en cours de finalisation. On attend juste la validation. Et c'est à partir de ces PSN qui sera l'outil donc pour l'élaboration de la proposition pays pour la lutte contre le paludisme pour cette CS7 du Fonds mondial. Donc, merci beaucoup. Hein. Merci, j'ai juste un partage d'informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Claude. Nous sommes en 2023 et vraiment nous sommes presque au terme de ce webinaire. Merci encore à tout le monde pour toutes vos brillantes interventions et aussi vos feedbacks et vos encouragements. Nous ne cesserons de le dire, cet outil, il a été élaboré pour vous. Donc, nous comptons vraiment sur vous pour qu'il ne reste pas juste dans les tiroirs, mais que vous puissiez vraiment l'utiliser comme vous pouvez pour améliorer la mise en œuvre des programmes de lutte contre le paludisme dans vos différents pays, pour davantage faire entendre la voix des communautés, surtout celles les plus vulnérables dans les différentes sphères de décision pour ce qui concerne la lutte contre le paludisme. Vraiment, une fois de plus, merci encore. C'est un honneur pour nous de présenter ce guide aujourd'hui. Nous passons la parole au pasteur premier Claude Kipemoso pour le mot de clôture. Merci. Merci. Nous sommes arrivés presque à la fin. Pasteur Claude? Oui, bonjour. J'espère que vous m'entendez, Maman Karine. Oui, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour cet outil très important. C'est un outil qui va nous permettre de compléter ce que nous faisons d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a le suivi évaluation, il y a le suivi stratégique, il y a l'observatoire communautaire. J'ai lu cet outil, ce suivi communautaire en longueur et en largeur. Vraiment, c'est un outil très important. Alors, nous tenons à ce que tous les membres du CSN puissent s'en approprier, puissent le divulguer auprès des autres structures pour nous permettre d'être au top par rapport aux activités de lutte contre le paludisme dans toute sa diversité. Et nous sommes en plein dans la rédaction du projet GC7 du Fonds mondial. Alors, si bien que même dans les mini-dialogues, au Congo, il y a eu 17 mini-dialogues avec toutes les thématiques. Et nous rentrons dans le grand dialogue pour j'attirer l'attention de mon frère Yoka. Tous les problèmes qu'il a eu à poser ont été inscrits dans les mini-dialogues et seront présentés dans le grand dialogue. Alors, merci beaucoup pour tous ceux qui ont participé à ce call webinaire, très important pour la société civile, et que vraiment que le Seigneur continue à nous bénir. Et au nom de Jésus, amen, amen, amen. Merci, Maman Karine. Merci beaucoup, Pasteur Claude, pour ce mot de clôture. Alors, avant de passer à la photo de famille, nous vous invitons pour tous les membres CS FOMI à participer à cette réunion annuelle des membres qui se tiendra le mercredi 1er février. Nous partagerons avec vous le lien d'inscription en ligne, que ce soit par email ou alors dans les groupes WhatsApp, comme nous le faisons d'habitude. Donc, nous vous invitons, vous pouvez déjà marquer ce webinaire dans vos calendriers. Nous comptons vivement sur votre participation
comme d'habitude, bien entendu, pour ce webinaire. Merci encore à tous de la part de toute l'équipe CS4Me, du secrétariat. Nous vous remercions grandement. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de faire ce premier webinaire avec vous cette année 2023 que nous commençons vraiment en beauté avec la participation de tout le monde. Et nous allons passer juste à la photo de famille. Vraiment, merci encore, merci et à très, très bientôt. Merci.